peine à jouer, oui, scrogneux, mauvais coucheur. Écoutez, je suis très étonné d'ailleurs, d'abord, de cette criminalisation de la nostalgie. C'est une disposition fondamentale de l'âme humaine et on a l'impression que plus notre monde s'enlaidit, plus la violence s'installe et s'étale, moins on a le droit de regarder en arrière. Comme si la comparaison faisait peur à notre présent. Un peu d'humilité, voilà ce que je demande. Nous pouvons nous comparer et quelquefois, oui, quelquefois, la comparaison ne joue pas en notre faveur. Donc vous revendiquez le droit de regarder en arrière et de parfois trouver que dans ce rétroviseur, l'image était plus belle. Écoutez, j'ai habité le 10e arrondissement, par exemple, à Paris. Je ne pourrais plus y vivre. C'est très simple. Et il y a d'autres arrondissements qui, du fait notamment de ma notoriété relative, et étant donné les gens qui y vivent, il y a beaucoup de lieux en France où je ne pourrais même plus être. Donc oui, j'ai le droit d'éprouver une certaine nostalgie. Oui. Est-ce que ce sont des zones, comme on l'entend parfois, Alain Finkielkraut, de non-France, selon vous? C'est-à-dire on ne retrouve pas la France que vous avez aimée, ah oui, bien sûr, il y en a beaucoup à cet égard. Il suffit d'aller à Roubaix, à Manosque, à Forcalquier, à Tarascon, etc. Mais là-dessus, il faut dire les choses de la manière la plus claire. Je crois qu'il y a un droit fondamental à la continuité historique. Cette expression a été forgée par Ortega y Gasset, reprise par Simone Veil. Ce droit est mis en péril aujourd'hui, beaucoup de Français le ressentent. Malheureusement, toute une partie de l'opinion, ou de ceux qui font l'opinion, refusent de le prendre en considération, y voient une crispation identitaire nauséabonde, comme ils aiment à dire, et ce faisant, ils font le jeu de certains extrémistes dont ils ont peur, disent-ils, mais auquel ils abandonnent cette inquiétude. Cette inquiétude existe, elle est absolument légitime, elle devrait être prise en charge par tous les partis républicains. Alors ceux qui ne voient pas cette réalité selon vous dans le livre Alain Finkielkraut sont biberonnés à des idéologies contemporaines. Quelle est de votre point de vue l'idéologie contemporaine la plus dangereuse? Autrement dit, celle qui menace le plus la vision littéraire selon vous? Je pense que le nouveau féminisme et l'antiracisme devenu idéologique sont très inquiétants. L'antiracisme, c'est le principe absolument fondamental de l'égale dignité des personnes. C'est devenu un système d'explication du monde, où d'un côté le mâle blanc, coupable de tous les maux, et de l'autre côté l'intersectionnalité de ceux qui en souffrent. C'est une manière, si vous voulez, de ne pas voir la réalité, de s'aveugler, et quelquefois la littérature, elle a pour rôle, et souvent même le roman, elle a pour rôle de nous ouvrir les yeux. Je dirais même, si vous voulez, depuis Don Quichotte, qui est quand même le premier roman moderne, le roman nous raconte des histoires qui nous aident à ne plus nous raconter d'histoires. Voilà. Or, cette faculté existe toujours, mais elle est mise de côté. Je parlais de l'antiracisme, mais le néo-féminisme aussi. Et là, c'est absolument fascinant. La manière qu'on peut avoir d'habiter une véritable réalité parallèle. Je lisais dans Libération un entretien de Mona Chollet, une néo-féministe dont on parle. Elle dit, le modèle actuel ne peut fonctionner que lorsque globalement les femmes ferment leur gueule. Elles sont conditionnées à attendre absolument tout de l'amour. Mais où vit-elle? Bien sûr qu'aujourd'hui, les femmes ne ferment plus leur gueule, elles n'ont aucune raison de le faire, elles sont indépendantes financièrement, elles peuvent divorcer quand elles veulent. Voilà pourquoi vous dites qu'il n'y a plus de patriarcat en Occident et en Europe et plus singulièrement en France. Oui, mais c'est très intéressant parce qu'il y a une phrase magnifique de Germaine de Staël. Elle dit « L'amour est l'histoire de la vie des hommes et c'est un épisode de la vie des femmes. » Et elle fait comme si, vraiment,
Elle fait comme si, donc elle se raconte des histoires. Elle fait comme si nous vivions à l'époque de Germaine de Staël. Mais ce n'est pas vrai. Et ce qui vous inquiète, Alain Finkielkraut, c'est qu'il n'y a plus de nuances, de distinction chez les néo-féministes qui, selon vous, assimilent tout à une culture du viol. Mais alors là, est-ce que vous n'êtes pas aussi dans la caricature? Vous dites un regard appuyé à valeur d'une pénétration forcée selon ces mêmes néo-féministes? Non, pas à valeur de. Je dis simplement que pour parler de culture du viol, il faut instaurer un continuum entre des comportements dont la littérature et dont le droit nous disent qu'ils n'ont rien à voir. Je crois que justement la littérature et le droit sont aujourd'hui dans le même bateau parce que l'une et l'autre, ou l'un et l'autre, ne cessent de faire des distinctions et de s'intéresser à la spécificité. Si vous voulez, le fondement de l'art, c'est l'individu. Dans les idéologies, il n'y a plus d'individus, il n'y a plus que des échantillons, des spécimens, des exemplaires. Et ça, je trouve que c'est un recul de la pensée. Il n'y a plus d'individus et vous dénoncez les manquements autour de la présomption d'innocence, qu'il est essentiel évidemment de défendre, car l'homme ne doit pas être coupable d'être homme. Mais n'y avait-il pas aussi pendant des années une présomption de suspicion sur la parole des femmes qui a prévalu et qu'il fallait dénoncer avec autant de virulence, Alain Finkielkraut? Autant de virulence, je ne crois pas. Il ne faut pas oublier qu'en matière de délinquance sexuelle, la France a l'arsenal le plus répressif, qu'il y a un très grand nombre de délinquants sexuels dans les prisons. Donc, c'est pas la peine de regarder le passé comme si c'était une sorte de Moyen-Âge. Et là, nous vivons aussi une époque très intéressante. Sandrine Rousseau, candidate à la présidence de la République, nous dit la primaire écologiste que nous avons reçue ici même. Oui, nous dit que c'est l'humiliation de voir Gérald Darmanin choisi comme ministre de l'Intérieur qui l'a poussé à présenter sa candidature. Il est présumé innocent. Et en plus, on dit aujourd'hui que on se dirige vers un non-lieu. Le juge d'instruction, semble-t-il. Or, non. C'est-à-dire, à partir du moment où il est accusé, il est coupable. D'ailleurs, vous remarquerez, et ça c'est très intéressant, on ne parle plus jamais de plaignante, mais de victime. Ben non. Et on dit, la présomption d'innocence est un résidu patriarcal, puisqu'elle met en doute la parole des victimes. Vous voyez, l'exemple que vous donnez, il est, je pense, audible, compréhensible pour nos auditeurs. Vous avez donné un autre exemple, Alain Finkielkraut, pour expliquer que le patriarcat n'existe plus. Vous avez dit, si une femme mariée attend un enfant dont elle ne veut pas, mais que le mari veut garder cet enfant, elle aura le dernier mot. Preuve, selon vous, que le patriarcat n'existe plus. Alors le patriarcat Est-ce que cet exemple est vraiment le plus approprié? Il y en a d'autres, si vous voulez, il y en a d'autres. Parce que celui-ci est un exemple qui ne fait pas. Oui. Et il y en a d'autres, si vous voulez, avec la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, l'homme devient facultatif dans la fécondation. Donc, vous vous rendez compte que vous prêtez le flanc pour être caricaturé. Certains vont y voir une remise en cause de l'avortement. Ceux qui adorent vous caricaturer, mais jamais vous leur offrez sur un plateau. Jamais je ne remettrai en cause l'avortement. Je dis que le féminisme a obtenu des conquêtes extraordinairement importantes. Je dis moi-même que je me sens le bénéficiaire de ces conquêtes. Mon mariage n'aurait pas été aussi réussi si ma femme était une femme au foyer. Je n'ai aucun mépris pour les femmes au foyer. Et votre féminisme est celui d'Elisabeth Badinter, de Mona Ozouf, peut-être de Gisèle Halimi. Mais si je vous demandais dans la génération actuelle, est-ce que vous pourriez me citer spontanément un exemple de quelqu'un qui incarne, qui porte le féminisme version Finkielkraut? Version Finkielkraut. Non, je ne suis pas féministe. C'est pas mon rôle d'être féministe. Je ne voulais pas demander. Je dis, quelle est votre définition du féminisme aujourd'hui? Je pense que les femmes qui ont le courage de libérer une autre parole au moment de plus grande intensité de MeToo et d'écrire la pétition que vous savez, la psychanalyste Sarah Chiche, Abnouch Chalmani, Peggy Sastre sont vraiment féministes et laisse, si vous voulez, cherche malgré tout quelle est la vérité de notre situation. Le féminisme ne les entraîne pas dans le fantasme et dans le mensonge. Abnouch Chalmani également, qui était dans ce studio il y a quelques jours.
Il y a aussi la question du rap. Essayons de ne pas être dans la caricature également, Alain Finkielkraut, mais je suis allé voir toutes vos prises de parole depuis un certain temps et vous êtes cohérent. Ah oui. J'ai ce mérite alors. Dans tout ce que vous dites. Je suis obsessionnel alors. Sur le rap, oui, il y a une forme d'obsession que vous revendiquez peut-être. Non, mais vous dites apologie de la haine, apologie du fric facile, etc. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que certains journalistes expliquent que j'ai écrit un pamphlet. Je n'ai pas écrit un pamphlet, j'ai écrit peut-être un requiem pour effectivement la nuance et une C'est joli, un requiem face au rap. Voilà. Et on me dit, mais regardez, il aime rien, il est sexiste et il dénonce les vitupérations du rap. Quelques exemples. Booba. Quand je vois la France les jambes écartées, je l'encule sans huile. Un rappeur qui s'appelle Gradure. On n'est pas des PD, on croit pas les mensonges des meufs, ni bien ta mère qui veut même plus de toi. Caris, je te bouffe la schneck comme une viennoise. Thérapie taxi. Salope, c'est le titre, va te faire enculer, connasse. Alors comment peut-on me dire que je suis sexiste et me dire en même temps que le rap c'est bien? Il est vrai que quand on lit ça, on pense immédiatement à Verlaine. Vous serez d'accord avec moi? Rien ne subsiste de ce qui fait l'objet même de la littérature, pour revenir quand même à ce qui est beau, à ce qui nous élève. L'ambiguïté, l'ambivalence, la complexité, tout cela selon vous est balayé par les idéologies contemporaines, Alain Finkielkraut. L'idéologie, le problème, si vous voulez, de l'idéologie, c'est pas simplement un système d'explication du monde, c'est un récit. C'est un récit d'ailleurs extraordinairement simplificateur. Il n'y a plus que deux personnages, le dominant et les dominés aujourd'hui. Voilà, c'est ça, deux personnages. Le roman, c'est l'exploration inlassable de la pluralité humaine. C'est le refus de cette réduction. C'est la part récalcitrante de l'homme, comme le disait Benjamin Constant. Ce sont ces récits-là qui complexifient l'univers et qu'on ne veut plus entendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des modalités de la connaissance de l'être humain. Comment on fait pour de nouveau éduquer au sens noble du terme les sensibilités? Comment on fait pour que la littérature façonne de nouveau les âmes? D'abord, on met l'apprentissage de la langue française dans ce qu'elle a de plus beau, au cœur de l'enseignement, au lieu de vouloir inventer une autre école et de distribuer gratuitement des tablettes, comme le fait, je crois, Valérie Pécresse. Ensuite, effectivement, on donne à la littérature et à l'humanisme au sens large une place centrale dans l'éducation. Mais c'est très difficile. Pourquoi? Parce que les médiateurs eux-mêmes sont pris dans cette espèce d'idéologie woke, d'infatuation du présent. Ils croient être éveillés à toutes les injustices. Ils n'ont plus besoin des œuvres du passé et quand ils les convoquent, c'est pour leur faire dire exactement ce qu'ils pensent. Notamment les metteurs en scène. Jean Vilar avait l'humilité de dire qu'il n'était pas metteur en scène, mais régisseur. Oui, régisseur. Ostermayer, c'est tout le contraire. Non seulement il est metteur en scène, mais il rajoute des phrases ou des fragments aux pièces qu'il présente pour leur faire dire ce qu'il veut entendre. J'ai vu une pièce d'Ibsen dans ce sens, par exemple. Donc c'est ça. Ou bien alors vous avez Didon est né, l'opéra Didon est né, avec un prologue qui est un éloge des migrants. Voilà, donc c'est ce rapport au passé qui est en train de nous manquer et nous vivons à l'époque d'un présent narquois. Et on peut le dire avec tant de mélancolie, mais être heureux et ne pas être un réac et un nostalgique, c'est bien cela? Pas être un réac, je n'aime pas trop ce mot. J'ai le droit à la nostalgie. Je sais pas ce que ça veut dire, réactionnaire. Je pense qu'il y a des choses du passé. Je pense à cette phrase de Disraeli, réformer ce qu'il faut, conserver ce qui vaut. Et bien voilà une très belle conclusion. Merci Alain Finkielkraut d'avoir été avec nous ce matin dans ce studio. Merci Alain Finkielkraut et merci Sonia pour cet entretien.